pour cette organisation. Je vous présente également mes meilleurs vœux pour cette année 2026, qu'elle vous apporte santé, joie et réussite. Alors, j'ai proposé un sujet sur l'actualité du lieu de travail. Parce que on s'aperçoit aujourd'hui que le lieu de travail est en train d'évoluer. C'est une résultante de l'évolution du monde économique. Je vois au moins deux raisons. Tout d'abord, le passage d'une économie industrielle à une économie de services. De moins en moins souvent, la prestation de travail est exécutée dans les locaux de l'employeur. Mais elle va se réaliser notamment chez les clients dans le cadre de cette prestation de service. Deuxième facteur d'évolution, c'est l'introduction des nouvelles technologies qui permettent l'exécution de nombreuses prestations à distance et un travail nomade. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail et qui peuvent donc travailler en dehors donc des locaux de l'employeur, mais de plus en plus souvent au domicile du salarié. Il en résulte un éclatement en fait du lieu du travail. À côté des locaux de l'employeur, il y a d'autres possibilités. Alors voyons tout d'abord le choix du lieu du travail, puis ensuite les enjeux. Alors, tout d'abord, le choix du lieu du travail. Alors, ce choix dépend en principe de la volonté unilatérale de l'employeur au nom de son pouvoir de direction, mais il existe un certain nombre d'exceptions puisqu'il arrive parfois que l'accord des parties soit nécessaire. Alors, voyons tout d'abord le principe, le fait que ce lieu est choisi en principe par l'employeur. Donc, le lieu de travail réside en général dans les locaux de l'employeur et c'est lui qui détermine ce lieu de travail. Rappelons que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail est purement informative et ça a été rappelé dans un arrêt du 22 octobre 2025 qui précise cependant une exception si une clause claire dans le contrat précise que le salarié exécutera son travail exclusivement en ce lieu. La conséquence, c'est que l'employeur peut modifier unilatéralement en fait ce lieu. Il y a plusieurs quand même conditions qui ont été rappelées par la Cour de cassation, qui ont été posées par la Cour de cassation, puisque toutes ces solutions sont jurisprudentielles. Première hypothèse, cette modification unilatérale est possible si le nouveau lieu de travail reste dans le même secteur géographique que l'ancien. Donc, c'est une appréciation objective. On ne tient pas compte du lieu d'habitation du salarié, ce qui autorise une gestion collective en fait du lieu de travail. On a eu un arrêt du 24 janvier 2024 qui s'est prononcé sur une situation un peu assez classique finalement, où les deux lieux de travail se situaient, a été distancés de 35 km, mais la Cour approuve la décision des juges du fond de considérer qu'ils ne sont pas dans le même secteur. Elle tient compte, il faut tenir compte en fait de plusieurs critères salariés qui rendaient difficile l'accès non seulement aux transports en commun mais également aux solutions de covoiturage. Et cela entraînait des contraintes supplémentaires en termes de fatigue et de frais. Et par ailleurs, l'arrêt met en avant le fait que ces deux lieux de travail n'étaient pas situés dans le même bassin d'emploi. Cette notion était mentionnée en fait dans le contrat de travail de plus en plus fréquemment. Ça ne résout pas forcément les problèmes d'insécurité juridique, puisqu'il y a toujours une multitude de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, modification unilatérale possible lorsqu'il y a un changement occasionnel. Donc cela suppose que la mission du salarié implique une certaine mobilité et que ce changement donc est justifié par l'intérêt de l'entreprise. Un arrêt du 23 octobre 2024 a confirmé cette solution, assez classique désormais pour un chauffeur routier.
Ce chauffeur avait refusé de faire un certain nombre de livraisons. Il a été licencié pour ce motif et le licenciement a été considéré comme valable et justifié par une cause réelle et sérieuse. Alors, à noter que le chauffeur a invoqué le fait qu'il n'avait certes, il acceptait en fait de faire des déplacements en dehors même de sa région de départ, mais qu'il ne s'était pas engagé dans son contrat à découcher en cas de besoin. Et c'était précisément cette raison-là qu'il avait invoquée pour refuser cette nouvelle tournée, et la Cour de cassation n'en tient pas compte parce que ça relève toujours de sa mission et que c'est un changement occasionnel. Troisième hypothèse, lorsqu'on a une clause de mobilité dans le contrat de travail, il faudra bien évidemment respecter les limites de la clause, puisque cette clause, pour être valable, doit préciser les zones dans lesquelles cette mobilité pourra être exercée. Rappelons cependant que la clause de mobilité intragroupe n'est pas valable, elle. Donc ça a été rappelé dans un arrêt du 14 décembre 2022. Cette clause est un petit peu différente dans la mesure où c'est la clause par laquelle le salarié s'engage par avance à accepter non seulement le changement de lieu, mais également le changement d'employeur au profit en fait d'une autre entreprise, d'une autre société du groupe. Donc cette clause n'est pas valable. Donc, évidemment, si la clause de mobilité est valable, le salarié doit la respecter et il peut être sanctionné en cas de refus de l'appliquer. Et cela, il ne peut pas invoquer, par exemple, ses convictions religieuses pour refuser de l'appliquer. C'est un arrêt plus ancien du 19 janvier 2022. Et un arrêt du 23 octobre 2024 en a tiré la conséquence. C'est que l'employeur peut être privé de l'indemnité le salarié, pardon, peut être privé de l'indemnité de préavis parce que c'est une conséquence, en fait, de son refus, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute grave de la part du salarié. Alors, il y a évidemment des exceptions. Il n'y a pas eu d'arrêt récent, enfin, en tout cas, j'en ai pas vu, sur l'abus de la part de l'employeur ou en cas d'atteinte excessive à la vie personnelle du salarié, mais évidemment, elles sont toujours d'actualité. Alors, il y a une autre clause qu'il ne faut pas confondre avec la clause de mobilité, qui est la clause de mission ou de déplacement occasionnel, qui permet en fait de prévoir à l'avance que le salarié pourra faire des déplacements, de changer de lieu de travail. Mais à la différence de la clause de mobilité, ce changement ne se fait que de façon temporaire. Donc, un arrêt du 29 janvier 2025 rappelle les conditions de validité de ces clauses, qui sont un peu différentes d'ailleurs de la clause de mobilité. Donc, c'était un charpentier qui était embauché par un contrat. Ce contrat mentionnait expressément qu'il était affecté sur un chantier en particulier, mais après la fin de ce chantier, il a accepté d'autres déplacements. Et c'est à la fin, en fait, l'ultime refus, qu'il a été licencié. Et là encore, le licenciement est considéré comme justifié. Précisons que ce chantier était situé en dehors du bassin d'emploi. Et la Cour de cassation rappelle que cette clause est valable dès lors que cela rentre dans les fonctions du salarié et que sa mise en œuvre est justifiée par l'intérêt de l'entreprise. À la différence de la clause de mobilité, on n'a pas besoin d'une délimitation géographique. Donc ça, c'est une grosse différence par rapport à la clause de mobilité. Alors voyons maintenant que un lieu extérieur, à côté de ce principe, un lieu extérieur aux locaux de l'entreprise peut être soumis à un accord des parties. Donc tout d'abord, lorsque le lieu est délocalisé en dehors de l'entreprise, il y a plusieurs dispositions du Code du travail qui prévoient justement expressément un accord du salarié. Alors c'est le cas par exemple de l'article L 8241-2 du Code du travail pour le privatif, puisque le salarié va effectuer sa prestation et donc par hypothèse dans les locaux de cette autre entreprise pendant la durée en fait de cette mise à disposition. Donc le Code du travail prévoit un accord express de la part du salarié.
La jurisprudence admet également que lorsque l'exécution du contrat se fait à l'étranger, c'est une modification du contrat de travail sous réserve qu'il n'y ait pas de clause de mobilité internationale qui prévoirait effectivement ce travail à l'étranger. On Mhm. considère que ça n'est plus le même secteur géographique puisqu'il y a des enjeux en termes notamment de lois applicables et de protection sociale. Par ailleurs, cet accord des parties est aussi nécessaire lorsque on fait travailler le salarié à son domicile. Rappelons que c'est une liberté fondamentale de choisir son domicile et donc imposer au salarié de travailler chez lui est considéré comme une modification du contrat car c'est une immixtion dans sa vie privée. Donc ça, c'est une jurisprudence assez ancienne désormais. Alors, pour le télétravail, le Code du travail, l'article L 1222-9, le prévoit aussi expressément. Je rappelle que le télétravail, c'est le travail en dehors des locaux de l'entreprise de façon volontaire en utilisant donc les technologies de l'information et de la communication. Donc, dans le télétravail, le salarié est autorisé à ne pas travailler en fait dans les locaux de l'entreprise, mais ça peut être soit au domicile du salarié, mais ça peut être aussi dans des tiers-lieux comme des espaces de coworking. Donc, évidemment, un accord des parties est nécessaire, même s'il y a un accord collectif ou une charte qui encadre ce télétravail, ni l'employeur, ni même le salarié ne peut recourir unilatéralement au télétravail. Un arrêt du 29 mars 2023 a cependant précisé que cet accord de volonté pouvait être formalisé par tout moyen et notamment par un simple échange de mails. On n'a pas forcément besoin en fait d'une clause dans le contrat de travail. Alors, il y a cependant des exceptions. Le télétravail peut tout d'abord être imposé à l'employeur en cas d'inaptitude. Il y a eu deux arrêts importants, enfin des arrêts importants et récents sur ce thème-là. Ça peut être imposé en cas d'inaptitude, même en l'absence de télétravail dans l'entreprise. Donc ça, c'est un arrêt du 29 mars 2023. Donc, une salariée était employée par une association en tant que secrétaire médicale et également responsable de ce centre. Le médecin du travail la déclare, accepte, prévoit un aménagement de son poste en disant qu'elle pouvait occuper un poste administratif sans déplacement, à temps partiel et 2 jours par semaine en télétravail. L'employeur considère qu'il ne peut pas respecter ces préconisations du médecin du travail parce qu'il n'y avait pas de télétravail mis en place dans l'association, notamment parce qu'une telle organisation n'était pas compatible avec l'activité de l'association qui supposait de respecter le secret médical. Et avoir un télétravail en fait à domicile n'était pas forcément respectueux de ce secret médical. Les juges du fond considèrent qu'il a manqué à son obligation de reclassement et la Cour de cassation approuve en fait cette décision du juge du fond parce que les fonctions de la salariée ne nécessitaient pas l'accès aux dossiers médicaux en tant que responsable administrative du centre. Donc, elle pouvait très bien avoir du télétravail, même si ça n'était pas organisé dans l'entreprise, l'employeur devait mettre en place en fait ce télétravail. Et l'arrêt ne précise pas hein, si on est en inaptitude professionnelle ou non, donc a priori ça vaut pour les deux hypothèses. Deuxième cas, le télétravail peut aussi être imposé à l'employeur en cas d'inaptitude, même si le salarié refuse l'accès à son domicile. Donc ça, c'est un arrêt du 13 novembre 2025 qui est publié. Donc, c'était une assistante du service social d'une CARSAT. Le médecin du travail préconise, là encore, 2 jours de télétravail au domicile et l'employeur licencie la salariée parce qu'elle avait refusé la visite de son domicile. Et l'employeur demandait cette visite pour respecter son obligation de prévention des risques professionnels et pour vérifier que les locaux respectaient bien les règles d'hygiène, de sécurité et les conditions de travail. La Cour de cassation considère que il y a un manquement
de l'employeur à son obligation en fait de reclassement et de prévention des risques professionnels parce qu'il a refusé illégitimement ce télétravail préconisé pour des raisons médicales par la médecine du travail. Alors, la Cour rappelle qu'effectivement, au visa donc des textes qui protègent le domicile, que le domicile en fait relève bien de la vie privée du salarié, que par conséquent, il est en droit d'en refuser l'accès. Et la Cour précise cependant que l'employeur aurait dû en fait utiliser les modalités de contestation de l'avis médical. Il pouvait faire prévaloir ses observations à la médecine du travail et surtout exercer le recours qui est prévu par l'article L4624-7 du Code du travail, hein, la procédure accélérée devant la formation des référés pour contester l'avis médical, ce qu'il n'avait pas fait. Et c'est pour ça que il y a une condamnation en fait de l'employeur. Donc ça, c'est la première exception, un télétravail imposé à l'employeur. Mais le télétravail peut aussi être imposé aux salariés. On l'a vu au moment du Covid. Là, il y a un texte dans le Code du travail, c'est le 1222-11. En cas donc de circonstances exceptionnelles, donc il y a plusieurs conditions, donc des circonstances exceptionnelles, mais également en vue d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise et, il y a un et, garantir la protection des salariés. Alors, reste la question de savoir si une fois qu'on a dit qu'il y avait un accord des parties, donc sous réserve de ces exceptions, pour admettre le principe d'un travail en télétravail et donc d'être dispensé de travailler dans les locaux de l'entreprise, la question est de savoir si l'employeur peut imposer le lieu de ce télétravail. Alors, il faut quand même faire une petite distinction entre le télétravail et le travail à domicile. Dans le travail à domicile, donc il y a toute une réglementation particulière dans le Code du travail, aux articles L 7411-1 et suivants du Code du travail. Et un arrêt de 2001, donc qui est assez ancien, avait admis que la salariée en question, était en droit de refuser de travailler dans un local appartenant à l'employeur et que finalement, c'est le salarié ici qui choisit librement son lieu de travail, que l'employeur ne peut pas du coup imposer ce travail, le domicile en fait, le lieu du domicile. Et donc, le lieu du travail semble totalement exclu du pouvoir de direction de l'employeur. En cas de télétravail, la solution est un petit peu différente. Il faut, à mon avis, trouver un compromis entre, d'une part, le pouvoir de direction de l'employeur et la liberté de choix du domicile du salarié. Quand on analyse les chartes ou les accords collectifs, les rédactions sont un peu différentes. Et l'employeur prend en compte notamment des raisons de sécurité et ou de confidentialité des données. Donc certains accords peuvent laisser le choix aux salariés, d'autres peuvent imposer que le télétravail en fait se réalise au domicile du salarié en interdisant tous les tiers-lieux, par exemple, ou la résidence secondaire, ou parfois on a un on a une solution intermédiaire où l'employeur peut en fait être amené à être autorisé à utiliser d'autres lieux comme la résidence secondaire au cas par cas. Alors, en cas de télétravail au domicile, cette liberté de choix du domicile doit rester la priorité au nom du respect de la vie privée et il semble donc impossible même de fixer un périmètre dans lequel le domicile devrait être installé. Ça rejoindrait en fait les clauses de résidence pour lesquelles la Cour de cassation a une vision très restrictive. Elle considère très souvent qu'il s'agit d'une atteinte disproportionnée et non justifiée au libre choix du domicile. La seule condition que l'on pourrait avoir, c'est que cet endroit qui est choisi par le salarié soit compatible avec le télétravail, notamment les connexions Internet ou l'installation électrique. Donc la plupart des accords prévoient une attestation, j'en reparlerai tout à l'heure, de conformité, et prévoient également que si le salarié en fait déménage, il y a un réexamen du télétravail par l'employeur.
Il semble également que le domicile, en fait, même s'il est mentionné dans l'accord des parties ou voire dans le contrat, ne devrait avoir qu'une valeur informative, comme le lieu de travail dans les locaux de l'entreprise. Reste une question sur le domicile, en fait, à l'étranger. Est-ce que, en fait, le télétravail peut être limité au territoire français? Il semblerait que là, l'atteinte soit moins disproportionnée que lorsque le télétravail se réalise sur le domicile, sur le sol français, parce qu'il y a des enjeux à la fois fiscaux, des enjeux de protection sociale, des enjeux de loi applicable, puisqu'on peut se retrouver, notamment en cas de télétravail exclusif, par un contrat de travail international, puisque le lieu de travail habituel pourrait être le domicile. Donc, on pourrait tout à fait valider ce type en fait de clause. Alors, la conséquence de ce travail à domicile, c'est l'exigence d'une contrepartie financière. Alors, vous savez, l'ordonnance de 2017 a supprimé cette exigence, mais deux arrêts du 19 mars 2025 et du 2 avril 2025 semblent imposer une indemnisation. Alors, l'évolution est implicite, enfin, pas tout à fait. Elle reprend, c'est attendu de principe, reprennent l'hypothèse que l'occupation donc constitue une immixtion dans la vie privée qu'elle doit donner dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à la disposition du salarié. Cette hypothèse existait déjà dans la jurisprudence et c'était d'ailleurs un des cas concernés par ces deux arrêts. C'était des travailleurs itinérants. Mais ces deux arrêts précisent également une autre hypothèse où qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme de télétravail. Donc l'attendu de principe précise cette indemnisation dans cette hypothèse de télétravail non concernée par les faits de l'espèce. Donc on peut penser qu'aujourd'hui, le télétravail donnera lieu à cette indemnisation en raison de cette évolution jurisprudentielle. Et rappelons également que l'action en paiement de cette indemnité se prescrit par un délai de 2 ans lié à l'exécution en fait du contrat. Ce n'est pas c'est pas une créance de nature salariale et c'est également l'arrêt du 19 mars 2025 qui le dit. Alors, passons aux enjeux du lieu du travail. Alors, je vais pas du tout envisager les enjeux de DIP, je n'ai pas le temps, mais uniquement les enjeux de droit interne. Alors, tout d'abord, rappelons le principe d'égalité de traitement. Le salarié, quel que soit le lieu, doit avoir en principe les mêmes droits que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise. La différence de traitement ne se justifie que s'il y a un critère objectif et pertinent qui justifie cette différence. Alors, je vous ai mis un arrêt un peu ancien de 2016 où les salariés avaient un salaire différent pour des établissements. Un qui était situé en Île-de-France et un situé à Douai dans le nord de la France. Et la Cour admet cette différence de salaire en raison du coût de la vie différent dans ces deux régions. Donc, il peut y avoir, en fait, en fonction du lieu de travail, des différences de traitement qui supposent un critère objectif et pertinent. Alors, en matière de télétravail, là encore, le Code du travail rappelle que le salarié doit avoir les mêmes droits que celui qui travaille dans les locaux de l'entreprise, c'est le L 1222-9, et la Cour de cassation en a déduit, par exemple, dans un arrêt du 14 décembre 2022, que l'employeur devait mettre en place un système de décompte du temps de travail qui remplissent les mêmes conditions que dans les locaux. Alors, il y a eu des arrêts récents pour savoir justement si on n'était pas dans l'exception, à savoir une situation différente. Alors, il y a eu 2 arrêts en 2024. L'arrêt Enedis pour l'indemnité pour cantine fermée au moment du Covid. On a considéré que c'était une situation différente des autres salariés et que par conséquent, les télétravailleurs n'avaient pas droit à cette indemnité. Et idem, dans un arrêt du 4 décembre 2024, pour la réduction de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, qui était réduite au prorata du nombre de jours travaillés sur le site. Il n'y a pas non plus de rupture d'égalité. La solution est un petit peu plus délicate ici parce qu'il n'y avait pas de réduction pour les salariés malades. Alors, ensuite,
Euh, la Cour de cassation s'est posé la question pour les tickets restaurants, puisque elle a admis que dans deux arrêts du 8 octobre 2025, que les salariés qui étaient en télétravail devaient recevoir des titres restaurants. Euh, sur deux fondements différents. Dans le premier arrêt, elle se fonde sur l'article R 3262-7 qui prévoit comme seule condition pour obtenir en fait un titre restaurant que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier. Donc c'est un critère simplement temporel et peu importe le lieu en fait de travail. Donc sur ce fondement-là, elle admet que les télétravailleurs doivent avoir ces tickets restaurants. Et dans l'autre arrêt du 8 octobre, elle aboutit à la même solution, mais elle n'utilise pas ce texte, elle utilise directement le principe d'égalité de traitement. Alors, voyons deux enjeux. Alors, assez rapidement, l'obligation de prévention des risques professionnels et ensuite la présomption d'accident du travail. Alors, sur l'obligation de prévention des risques professionnels, bien évidemment, l'employeur doit à la maîtrise et la sécurité des lieux. Donc, il doit effectivement respecter toutes les règles de construction, d'utilisation de ces risques, enfin de ces bâtiments. Il a également, au nom de son obligation de prévention des risques professionnels, doit évidemment établir, identifier et prévenir tous les risques auxquels sont exposés les salariés. Donc ça concerne à la fois le lieu de travail, mais également le poste de travail, et y compris en cas d'inaptitude. Et l'article R 4221-1 prévoit justement que on entend par lieu de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, mais le texte précise situés ou non dans les bâtiments de l'établissement. Donc ça peut être une conception très très large en fait de la notion de lieu de travail. Et c'est ce que fait la Cour de cassation, puisqu'elle a étendu cette obligation de prévention à d'autres lieux. Alors il y a par exemple, ça s'applique à l'étranger. Arrêt du 15 novembre 2023, salarié qui était parti pour une association humanitaire à Haïti. Il tombe malade parce qu'il a bu de l'eau qui n'était pas filtrée et qui n'était donc pas, enfin, qui présentait pas toutes les garanties de sécurité. Et on a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels. Il aurait dû mettre soit des filtres, à disposition des filtres, ou de l'eau en bouteille. Pourtant, c'est pas une loi de police. On applique également cette règle chez les clients en cas d'inaptitude. Donc ça, c'est un arrêt du 11 juin 2025. Un salarié qui est livreur, qui doit faire donc des livraisons dans des supermarchés de clients, il est déclaré apte, mais avec des aménagements de son poste, notamment d'utiliser un transpalette électrique. Donc dans les locaux de son employeur, il y a bien ce transpalette électrique, mais pas nécessairement chez les clients. Et la Cour de cassation considère qu'il y a un manquement de l'employeur à son obligation de respecter cette préconisation du médecin du travail. Il aurait dû vérifier la présence de ces transpalettes électriques chez les clients. Donc éventuellement changer la tournée ou mettre à disposition un transpalette dans le camion, vérifier qu'il pouvait l'utiliser. Il n'a pas pris il n'a pas pris ses précautions et donc on a considéré qu'il y avait un manquement à cette obligation. Alors, également, cette prévention des risques professionnels s'applique au domicile du salarié. Alors pour le travail à domicile, on a un problème d'articulation des textes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une réglementation particulière. Et l'article L7411-1 précise que le Code du travail s'applique sous réserve des dispositions spécifiques qui suivent. Et on a l'article L7424-2 qui prévoit que le donneur d'ordre est responsable des mesures de protection individuelle. Donc c'est-à-dire qu'il doit assurer la protection individuelle des salariés, lui donner évidemment les outils qui soient compatibles avec la sécurité, mais c'est l'autorité administrative qui peut considérer que les conditions ne sont pas remplies et enjoindre le donneur d'ordre à cesser la relation. Donc toute la question qui se pose, c'est de savoir si ce texte exclut finalement les autres dispositions du Code du travail en matière de prévention des risques professionnels. Pardon. Et est-ce que l'employeur doit
Respecter aussi et vérifier la compatibilité du domicile en sachant que, il y a toujours cette immixtion dans la vie privée que le salarié peut refuser. Alors, en matière de télétravail, l'employeur doit respecter cette obligation de prévention des risques professionnels, hein, au nom de l'obligation de sécurité et de l'égalité de traitement. Il peut très bien aménager le poste parce qu'il peut fournir du matériel ergonomique qui réponde aux conditions, mais quid du lieu, notamment lorsqu'on est au domicile du salarié en raison de ce principe d'inviolabilité. Le Conseil constitutionnel a admis que le salarié pouvait refuser l'accès à son domicile. Donc c'est un obstacle objectif, hein, à l'effectivité du droit à la sécurité. Il faut donc trouver d'autres moyens. Donc ces attestations sur l'honneur peuvent être produites par le salarié. On peut avoir des rapports d'expertise, mais qui supposent là aussi que le salarié accepte que l'expert vienne dans le domicile. Est-ce que l'absence de conformité, si elle n'est pas délivrée, ben, ça peut justifier du coup le refus du télétravail. Mais est-ce que en cas bah, d'attestation, on va dire frauduleuse de la part du salarié, est-ce que c'est pas aussi un manquement du salarié à sa propre obligation de sécurité? En sachant que de toute façon, ça ne déchargera pas forcément l'employeur de sa propre obligation de prévention des risques professionnels. Donc on se retrouve là avec une difficulté à faire respecter cette obligation. Dans les espaces de coworking, la solution pourrait être un peu différente parce qu'on pourrait avoir en fait des lieux et des contrats qui pourraient être conclus avec l'employeur et l'espace de coworking qui permettent de finalement garantir ce respect de l'obligation des risques professionnels. Alors, finissons par la présomption d'accident du travail, qui est la conséquence. Donc, vous le savez, cette présomption, elle a été posée quand l'accident du travail a lieu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. Cette notion de lieu de travail, là aussi, est entendue de manière très large par la jurisprudence, puisque ce sont tous les locaux appartenant à l'entreprise où l'employeur continue d'exercer ses pouvoirs d'organisation et de direction. Donc ça peut être notamment un arrêt de 87, l'assemblée plénière, hein, pour rejoindre le parking. C'est un accident de travail et non un accident de trajet, puisque ce sont des dépendances de l'établissement où le salarié est employé. Et on a également donc cette application de cette présomption en cas de mission par les salariés auprès des clients. On utilise alors finalement le critère de l'activité professionnelle. Il est dans le cadre de sa mission, peu importe le lieu, et justement c'est une présomption simple, hein, si on arrive à prouver que l'accident survient à l'occasion d'un acte de la vie courante et qu'il avait interrompu en fait sa mission pour un motif personnel. Donc cette présomption a été étendue au télétravail par l'ordonnance de 2017 dans l'article L 1222-9. Et on a aujourd'hui une application de la présomption qui fait l'objet d'interprétations plus ou moins larges selon les juridictions du fond. Donc si on est en dehors des locaux du télétravail, si on est en dehors des plages horaires ou qu'il n'y a plus de lien de subordination, on a tendance à écarter cette présomption. Et puis, lorsque on arrive à prouver en fait un lien avec le travail, notamment la Cour d'appel d'Amiens en 2024 a considéré qu'il y avait bien présomption d'accident du travail lorsque le salarié était descendu de son bureau pour aller déjeuner, pour aller à sa pause déjeuner, on a considéré qu'on était bien pendant le temps de travail sur le lieu du télétravail. Alors, en fait, se posent plein de questions hein, sur cette présomption, notamment sur la plage horaire. Déjà, le premier critère, est-ce qu'on prend en compte la plage théorique qui est fixée dans le contrat ou dans l'accord des volontés, ou est-ce qu'on prend en compte uniquement le travail effectif pendant cette plage? Est-ce que, pareil pour le lieu du télétravail, est-ce qu'on regarde le lieu théorique qui est fixé dans l'accord des parties ou dans l'accord collectif, ou est-ce qu'on prend en compte de manière plus spécifique la pièce qui est réellement utilisée par le salarié pour télétravailler?
On a une définition qui peut donc être spatiale. Dans d'autres pays, notamment en Espagne, on a élargi à toutes les pièces qui ont un lien fonctionnel avec l'activité professionnelle. Donc ça peut être aussi par exemple les toilettes de la maison, par exemple. Donc c'est une définition qui est davantage fonctionnelle. Et que se passe-t-il également si le salarié ne respecte pas le lieu qui est prévu pour le télétravail? Est-ce qu'on peut considérer qu'il manque à sa propre obligation de sécurité? Et finalement, est-ce qu'on ne doit pas regarder le critère de l'activité professionnelle, quel que soit le lieu? Donc, pour conclure, on a une présomption de vie professionnelle quand cela se déroule pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. Est-ce qu'on pourrait appliquer la présomption inverse, c'est-à-dire que lorsque le lieu est en dehors des locaux de l'entreprise, est-ce qu'on pourrait admettre que c'est une présomption de vie non professionnelle? Je n'en suis pas du tout certaine, en raison justement de cet éclatement du lieu de travail. Ce n'est plus pour moi un critère pertinent. Et ce qui compte, en fait, c'est l'exercice de la prestation de travail ou de l'activité professionnelle, peu importe aujourd'hui ce lieu. Je vous remercie pour votre écoute.